Ja Rule est tranquillement installé dans son vol en première classe lorsque soudain, il se fait insulter par Tony Ayo et Uncle Murder, deux des lieutenants les plus fidèles de 50 Cent. Suck ass Ja Rule on the plane. Suck ass up, you fucking sucker. Par un pur hasard, ils se retrouvent dans le même vol que lui. Donc forcément, une embrouille éclate et ils en viennent presque aux mains. En voyant à quel point l'animosité entre Ja Rule et 50 Cent est encore si vive, on se dit que ce conflit ne s'éteindra jamais. Et vous savez ce qui est dingue? C'est que tout ça aurait pu être évité. En réalité, c'est un effet papillon. Un petit détail qui a fait tout basculer dans le négatif. À chaque fois qu'on raconte cette guerre, c'est toujours du point de vue de 50 Cent, ou alors les choses sont racontées de manière neutre. Ici, j'ai envie de faire les choses un petit peu différemment. Vous racontez cette histoire du point de vue de Murder Inc., donc de Ja Rule et de Irv Gotti, le fondateur du label. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment ils ont vécu la chute de Murder Inc. Pourquoi cette rancœur est-elle si profonde et comment 50 Cent a pris le contrôle du récit. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et bienvenue dans un nouvel épisode d'Affiliate. Dans cette vidéo, ça va être du gros storytelling. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager un maximum. Aussi, prenez-vous des pop-corn, de quoi boire, installez-vous et je m'occupe du reste. Avant de commencer cette vidéo, j'organise une conférence en ligne le 3 mars à 20h sur comment bâtir une audience sur les réseaux sociaux et comment la monétiser. Il y a le QR code qui apparaît sur l'écran, un lien dans la description et sur le premier commentaire, je t'en parle un peu plus tard dans la vidéo. Reste connecté et inscris-toi surtout. Sans plus attendre, on y va. À la veille du nouveau millénaire, Ja Rule est sur Jamaica Ave, dans le Queens, entouré de centaines de gars du quartier pour le tournage de Murder for Life. C'est l'hymne du tout nouveau label Murder Inc., fondé par Irv Gotti, l'ami et producteur du rappeur. À cette époque, les plus grands empires du hip-hop sont en train de se bâtir et Murder Inc. est en première ligne. Irv Gotti est un visionnaire. C'est lui qui a signé DMX alors qu'il était chef de projet chez Def Jam, et c'est lui qui a aidé Jay-Z à décrocher son contrat avec ce même label, rapportant des dizaines de millions de dollars. Grâce à ses succès, il obtient 5 millions de dollars pour lancer Murder Inc. et surtout sa nouvelle star et amie originaire de Hollis, Queens, Ja Rule. Tout le monde le sait, Murder Inc. va tout péter. Ils ont les artistes, la crédibilité de la rue, une équipe pro et une vision claire. Alors quand Ja Rule tourne le clip dans son quartier, tout le monde rapplique, y compris les artistes en quête de visibilité. Et parmi eux, un artiste originaire de South Jamaica, Queens, signé chez Jam Master Jay, vous savez le DJ de Run DMC. Et cet artiste commence à faire parler de lui. Dans la rue, on l'appelle Boubou, mais dans le rap, il a choisi le nom d'un célèbre gangster new-yorkais, 50 Cent. Ce dernier aurait tenté d'approcher Ja pendant le tournage du clip, mais ce dernier était trop sollicité par les fans et par tout son entourage, tu vois. À cette époque-là, tu devais signer des autographes, passer du temps avec les gens et Ja Rule ne pouvait pas donner du temps à tout le monde. He supposedly had spoke to me and said what's up or whatever, and I hit him with a "Alright, what's up?" And for him that wasn't good enough or something. I don't know what it was, but anyway. Et ce manque d'attention va alors être très mal pris par 50, qui à ce moment-là était prêt à tout pour percer. Il s'apprête à sortir son premier album chez Sony et un duo avec un artiste comme Ja pourrait faire décoller sa carrière. Mais rien ne se passe. Et comme on dit, Ja Rule ne lui donne pas l'heure. Et d'après Ja Rule, 50 Cent s'est dit, si je peux pas m'associer à lui par la paix, eh bien je m'associerai à lui par la guerre. Murder, I don't believe you, murder, fuck around and leave you. Mai 1999, un morceau sort et met le feu aux poudres, Your Life is on the Line. Sur le refrain, 50 Cent lance Murder, I don't believe you, une attaque directe contre Murder Inc. Avant même la sortie du son, le label a eu écho que 50 Cent préparait un clash contre Ja. Fif rappait déjà le couplet aux gars du quartier pour tester leur réaction. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc c'était leur manière à eux de teaser le morceau. Et Black Child, un artiste et soldat de Murder Inc., va voir 50 pour tenter de calmer le jeu. Je laisse Black Child vous raconter la chose. He was like, nah, I ain't got no song. And then a few weeks later, that Murder, I Don't Believe You came out. So from there, I was like, all right, this is a guy I can't really have a conversation with because, he'll tell you one thing to your face and then turn around and
make another move, you know what I mean? En plus d'attaquer le label et Ja Rule, 50 Cent va appuyer là où ça fait mal en évoquant un incident qui est arrivé à Ja Rule quelques semaines plus tôt, un braquage. Comme tu le sais, pour la réputation d'un rappeur, c'est fatal. Et mieux que ça, 50 prétend même que ce braqueur est un ami à lui, un ami d'enfance plus précisément. Pourtant, la version de Ja Rule est bien différente. Alors selon lui, c'est une connaissance de son quartier. Il venait de sortir de prison et un soir, il a décidé de venir dans son quartier à Hollis, Queens pour le rendre visite. Il appelle Ja Rule et demande à lui parler seul à seul. Et d'un coup, il sort une arme à feu. Sa main est tremblante, donc Ja Rule ressent que le gars est stressé, totalement submergé par les émotions. Et d'un coup, le gars lui dit « Est-ce que tu as couché avec ma meuf ?» Et Ja Rule lui dit « Non, j'ai pas couché avec ta meuf, et s'il serait passé quelque chose, je ne suis pas au courant, donc j'ai pas voulu te la mettre, quoi. » Tu vois ce que je veux dire? Et donc le gars demande à Ja Rule « Est-ce que tu es armé ?» Et Ja Rule lui répond que non. Tu vois, il est dans son quartier et tout. Et donc du coup, le gars lui dit « Donne-moi ta chaîne. » Et là, Ja Rule se dit « Ok, t'as l'arme, je te donne la chaîne. » Il enlève sa chaîne, il la donne au gars, et le gars fuit. Directement après, Ja Rule contacte quelques grands du Queens pour retrouver la trace du mec, parce que c'est pas très compliqué. Et il appelle notamment Black Just et Kenneth Supreme McGriff, le caïd du Southside Jamaica Queens. Je vous ai parlé de ce gars il y a quelques années. Et si vous vous en souvenez, je vous avais expliqué que Supreme est un proche de Irv Gotti et de Ja Rule. C'est même leur grand, tu vois, c'est leur big homie comme ils disent. Et c'est également lui qui va assurer une forme de protection à Murder Inc. Très vite, Supreme rappelle Ja, il a récupéré la chaîne, il vient lui rendre. Affaire classée. Sauf que 50 Cent va récupérer cette histoire pour faire passer Ja Rule pour une véritable baltringue. Et c'est cette provocation qui va mener au premier affrontement physique à Atlanta. Alors, quelques semaines plus tard, les deux rappeurs sont à l'affiche du même concert. Bon, déjà, ça commence mal. Chaz Williams, le manager de 50 et aussi son grand, c'est le big homie à ce moment-là de Fif, tente d'organiser une rencontre pour régler les différends. Il connaît Supreme, Murder Inc., il n'a aucun intérêt à rentrer en guerre avec eux. Donc il va tenter de tous les faire asseoir pour discuter de ce différend et potentiellement le régler. Ja accepte par respect aux grands du quartier et Fif aussi. La rencontre a lieu devant l'hôtel où les deux résidaient, mais après un bref échange, le ton monte. This is what the nigga was saying. Yo, it's just a bracket. You know, I'm just trying to get out there. That's what the nigga saying to me. This is when you had the back. Chump shit, whack shit, pardon me. My response wasn't what he was expecting. I was like, nigga, that shit is whack, you a sucker, and that's some fucking sucker shit, and bop, bop, bop. En même temps que Ja parle, il a une batte à la main. Alors, d'après les explications de Black Child, cette batte-là n'était pas là pour s'occuper du cas de 50 Cent au cas où les choses tournent mal. Non. Apparemment, cette batte-là venait d'un event. Et ils ont gagné en gros cette espèce de batte et ils se la faisaient passer un petit peu à tour de rôle et jouer avec. Et il se trouve qu'au moment où Ja Rule s'adresse à Fif, il a cette batte entre les mains. C'est une Louisville Slugger pour être exact. Et donc les deux parlent, les esprits s'échauffent et Ja Rule c'est quelqu'un de très émotif. Et quand il parle, il se retient pas, tu vois. Donc à des moments, il se met à crier en disant « Ouais, et Fif en face, il se dit « Oh, là, il y a menace ou quoi ?» tu vois. Donc il voit Ja Rule s'agiter, batte à la main, Fif le regarde, la tension monte. Steak! Fif lui met une grosse steak comme ça, là. Bah! Ja Rule anticipe, il lui remet une steak. Allez, bagarre générale. Et donc Fif, il se fait monter en l'air. À un moment donné, il trouve une solution. Court! Il rentre dans le lobby de l'hôtel. Il se fait courser par Black Child, Ja Rule et tout. Il voit un ascenseur. Il rentre dans l'ascenseur. Il appuie un bouton. Et au moment où Black Child et Ja Rule arrivent, bam! L'ascenseur se ferme et il part. C'est ce que Black Child raconte. Donc cette histoire est loin d'être réglée. Elle s'est même aggravée. De retour à New York, en mars 2000, Fif transforme l'histoire. Encore une fois, d'après Ja Rule, il raconte qu'il l'a mis KO à Atlanta, blablabla. Bla bla. And then after the Atlanta fight, he came home with more lies. I did this to Ja Rule, I did that. Nigga, no, you, this thing's crazy. C'en est trop. Et là, on en arrive au deuxième incident majeur. L'épisode du studio Hit Factory. Alors que Ja Rule est en train d'enregistrer donc au studio Hit Factory, on l'informe que 50 Cent est à l'étage. Et là, il se dit,
on va aller leur rendre visite. Il est avec 40 mecs de Murder Inc. Il se dit, mais ça y est, c'est terminé pour le Fif là. Et là, il monte à l'étage pour trouver Fif. D'après les dires de Chris Gotti, donc Chris Gotti, c'est le frère de Irv Gotti. Ça a été difficile de le trouver, mais ils ont fini par le trouver. Une violente bagarre éclate, 50 Cent envoie une enceinte sur Chris Gotti, il se prend des coups, il est submergé. Black Child lui met même un coup de couteau, il est ensanglanté, mais il parvient à s'échapper. Il finit par se réfugier dans une voiture au bout de la rue, en face du studio de Sony. Il se trouve que c'était celle de Benzino, le rappeur hyper populaire de l'époque. Pour les plus jeunes, il s'agit du père de Coi Leray. À ce moment-là, Benzino ne le connaissait pas encore, et d'après ses dires, 50 Cent était hyper calme. Il lui a demandé si c'était possible d'aller à l'hôpital avec l'une des voitures de service qui était là. Benzino a accepté, et l'histoire s'est terminée là. Enfin, non. Pas totalement, il y a des détails que j'ai omis exprès. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'à partir de là, la situation était devenue incontrôlable. Les grands du quartier, voyant tout ça, se sont dit non mais là c'est clair qu'il faut qu'on mette fin à cette embrouille. Tout le monde va perdre de l'argent, c'est déjà le cas avec ce qui venait de se passer. Et surtout Chaz, le manager et Grand 50 s'entendaient bien avec Supreme et les gars de Murder Inc. Donc il n'y avait aucune raison de pas pouvoir régler cette affaire. Au final c'était pas une dinguerie de base. Mais là, ça commençait à devenir grave. Donc il fallait absolument s'asseoir pour parler de cette affaire et régler ça une fois pour toutes. Mais 50 commet l'irréparable. He didn't show up. Was there an agreement It was by agreed 50 that he would come? supposed to come. Okay. So after he didn't show up, it was taken as a complete disrespect. Like, here we are trying to do something, we all trying to put it together. À partir de là, il se met à dos ses grands, Chaz, Supreme, Ja Rule qui avait fait le déplacement avait aussi le seum. À partir de là, ses ennemis c'était plus seulement Murder Inc. C'était aussi les grands de son secteur. Et pire encore, comme je vous ai expliqué, 50 Cent était prêt à tout pour percer. Et il avait compris une chose, citer le nom des gens dans sa musique lui donnait une force incroyable. Et ce qu'il a décidé de faire, quelque chose d'encore inédit pour l'époque, c'est de citer les grands de la street dans un morceau. Le morceau s'appelle Ghetto Koran. Forgive me for I've said over and over. Il a cité le nom de Supreme McGriff, Prince, donc le binôme de Supreme McGriff, C'était le killer du duo, et plein d'autres gangsters. See niggas feared Prince and respected Supreme. For you slow motherfuckers, I'ma break it down illa. Supreme was the businessman and Prince was the killer. D'après ce qui a été dit, ça a été vu comme un véritable affront. Mais le morceau est franchement lourd. Alors d'après les dires des DJ, jouer ce morceau c'est se prendre une rouste à assurer. Donc les mecs ils allaient venir te chercher et te mettre une correction pour avoir joué ce morceau. Donc c'était vraiment un morceau maudit. Et peu de temps après avoir sorti ce morceau, l'événement qui va faire basculer la vie de 50 Cent arrive. Les fameuses 9 balles. Cent survit miraculeusement de ces 9 balles, mais j'en dirai pas autant de sa carrière à ce moment-là. Columbia Records le lâche par peur des représailles et son album Power of the Dollar est mis au placard. Ce même album où il avait le morceau Your Life is on the Line, le potentiel morceau qu'il aurait aimé avoir avec Ja Rule. Ghetto Koran, tous ces morceaux-là, ne sortiront jamais officiellement. Et à partir de là, c'est le début de la longue traversée du désert pour lui. Pendant que Fif soigne ses blessures dans l'ombre, Ja Rule devient le roi du monde. Son album Rule 336 explose les charts. Il invente une nouvelle formule qui mélange rap rugueux et R&B, et ça le fait péter le score. Et en plus de ça, Murder Inc. maîtrise l'art de l'esthétique, tu vois, ils étaient dans un style très ghetto fabulous, ils savaient représenter le quartier mais de façon très belle, tu vois, quand tu regardais les clips de Murder Inc., t'avais envie d'être dans le clip avec eux, clairement c'était un tueur. Et ensuite, il enchaîne avec l'album Pain is Love, un classique instantané qui domine le début des années 2000. D'ailleurs, Ja Rule, c'est vraiment l'un des premiers artistes qui m'a vraiment mis dans le peura. Au début, il y avait Snoop Dogg, Dr. Dre là, mais quand la première fois j'ai vu sur MCM ou quelque chose comme ça, le clip avec J-Lo, I'm Real, mec, I'm Real, c'était quelque chose, hein. À ce moment-là, Murder Inc. était intouchable. Là, je te parle de Ja Rule, mais il y a aussi Ashanti qui dominait de dingue. Enfin, vraiment, c'était une dinguerie, ce label. Les gens ont tendance à oublier, mais moi, j'étais là et vous allez pas changer l'histoire. En parallèle de ça, Fif essaie de trouver une nouvelle maison de disques.
Donc il fait des rendez-vous avec Bad Boy et avec d'autres labels, mais Irv, le boss donc de Murder Inc., est tellement puissant qu'il fait fermer toutes les portes à 50 Cent. Yeah, labels would call me, and I was so hot with, I was just the hottest thing. So I'd be like, yo, if you fuck with him, I ain't fucking with you. And they'd be like, we ain't fucking with him then, Gotti, forget it. Alors j'ai dit toutes les portes, mais pas exactement toutes en fait. Il s'agit que des labels new-yorkais. Mais Irv a très peu d'influence sur la West Coast. Et donc à force de lui avoir bloqué tous les labels sur la côte Est, 50 Cent finit par atterrir où? Sur la côte Ouest. Et sur la côte Ouest, à ce moment-là, il y a qui domine? Aftermath. Ouais. Et donc le rappeur de Southside Jamaica Queens réapparaît là où personne ne l'attendait, chez Aftermath et chez Shady Records. Dr. Dre et Eminem ont fait de la coproduction sur 50 Cent. Ils ont fait 50-50 sur 50 Cent. Et donc lorsque 50 sort son premier single, Wangsta, qui est un clash contre Ja Rule, c'est un bon morceau, ok? Il fait parler. You say you a gangster, but you never none. We say you a wankster, and you need to stop front. Ils se disent ok c'est mignon, il a piqué à la 14e place du top 100, mais ça a été loin de freiner leur ascension. Ouais là maintenant 50 a une bien meilleure DA, il a des prods de Dr. Dre, il a affiné son personal branding, ça c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Au moment où il fait son comeback, 50 a maigri, il est beaucoup plus balèze et sec, et il a su travailler beaucoup mieux son personnage gangster. Bon, ça les gens en parlent, je parlais juste de sa perte de poids. Donc il a beaucoup mieux travaillé ce personnage gangster avec le gilet pare-balles et les fameuses 9 balles. D'ailleurs, en parlant de personal branding, sachez que le 3 mars prochain, j'organise une conférence en ligne sur les choses importantes à savoir sur la création de contenu en 2026. Dans cette conférence en ligne, je te parlerai de toutes les choses importantes à savoir si tu veux te lancer dans la création de contenu, que tu veuilles faire de la création de contenu pour une entreprise ou toi-même devenir créateur de contenu. Et aussi, on te présentera les offres d'Iconic Programme à cette occasion-là. C'est une occasion à ne surtout pas manquer si tu veux booster tes réseaux et créer un véritable business. Le QR code est juste là et il y a aussi le lien dans la description et sur le premier commentaire. Donc Wangsta c'était ok, mais rien d'affolant. Les vrais problèmes arrivent un peu plus tard. Un jour, alors que Irv Gotti et Ja Rule sont dans les bureaux avec d'autres membres du Murder Inc., ils décident de mettre la radio, Hot 97. Et là, ils entendent Funk Master Flex, donc le DJ de la radio, envoyer ses fameuses bombes et dire « J'ai le nouveau 50, World Premiere !» Ils adorent dire ça. « World Premiere in the club !» Et là, ils sont tous posés, ils disent « Ah, on va écouter ça, on va voir ce que ça donne, tu vois. » Ils sont posés dans leur bureau, au Worldwide Plaza, comme des boss et tout, et ils écoutent. Ils écoutent l'instru arrive, et là, ils déchantent. Ils disent « Putain !» Ah ouais, putain, c'est du lourd. Dre derrière ce truc. Et là, Funk Flex fait un gros pull-up. Il se met à hoster le son, il envoie, là, les bombes. Boum, 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 boum. Et il remet le son. Et là, Irv et les gars se disent ok, l'instru est chaude, mais est-ce qu'il va y arriver lyricalement? Est-ce qu'il va réussir à maîtriser l'instru et nous faire quelque chose de très lourd? Et là, il se met à rapper. Go, 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 it's your birthday. We go party like... Oh gros. Ngaye, Seigneur Dieu. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to feel the buzz. Et là, Irv regarde Ja Rule et lui dit on a un sérieux problème. You can find me in the I'm like, this is it. I turn the rule and everyone in the office and I say, yo, buckle up. We have a major problem. This guy's hot. This record, and he's with Jimmy Iovine, Dr. Dre, and fucking Eminem. We have a problem. À partir de là, c'est le rouleau compresseur. Fif sort hit sur hit. Il insulte la mère de Murder Inc. à chaque occasion possible et imaginable. Fuck Murder Inc. Put your middle fingers up. Way in the back, on the side. I smell pussy. Is that you? I smell pussy. Is that you, John? I smell pussy. Is that you, Black? I smell pussy. Is that you, John? Il est fait passer pour des fakes, pour des baltringues. Ja Rule, c'est un chanteur d'R&B soft qui fait ça pour les filles et qui essaie d'imiter DMX et Tupac. Et justement, c'est là où est le génie de Fif. C'est qu'il va insulter et se moquer de Ja Rule
de chanter pour les meufs, de faire des morceaux R&B, d'être soft, tout en faisant, en réalité, la même chose. En tout cas, c'est les propos de Ja Rule, et en réalité, quand tu regardes un petit peu les singles qui sont sortis de Fif, Ja Rule n'a pas totalement tort. It's easy to love me now, but you love me if I was down. If I was your best friend, I want you around all the time. Many men, many men. Et aujourd'hui encore, les top artistes de l'industrie atteignent des sommets grâce à cette formule. Quand tu regardes le rap français ou le rap US, c'est encore ça, il faut mélanger du chant et du rap pour vraiment arriver au top. Donc en réalité, c'est une chose qui est assez positive. Et pourtant, 50 Cent va faire en sorte que les gens détestent réellement Ja Rule en le faisant passer, comme je l'ai dit, pour une véritable baltringue. Et tu sais quoi ? Les gens commencent à y croire, c'est ça qui est fort. Ouais, les gens ont commencé petit à petit à intégrer le fait que 50 Cent, c'est cool, c'est grimy, c'est vénère. Et Ja Rule de l'autre côté, bah c'est soft, c'est pour les meufs, c'est ringard. Et ce récit-là que 50 Cent a réussi à tourner, Ja Rule, ça l'énerve. 50 gave you In the Club, and then he went and gave you mad female orientated records. But it feels like a part of the narrative still irritates you. It does. It feels like it does, yeah, it feels nigga. like It does. The nigga that everybody is saying did this and that and the third and beat you and you scared of and all some wild clown shit. I felt no pressure from this nigga at all. And in the streets, like I said, with Doggy Does Mano Mano, he's the one that's been the victim on this thing, not me. Et aussi, je tiens à rajouter cette histoire comme quoi il aurait acheté les 200 premiers sièges du concert de Ja Rule. C'est complètement faux, hein. Si tu regardes le visuel, c'est un montage. Mais je sais pas pourquoi on se fait toujours avoir par un mec comme 50. Et pour ce qui est de la rue, c'est pareil. Murder Inc. n'a jamais été la victime de 50 Cent. À Atlanta, c'est eux qui l'ont coursé et ils l'ont sauté. Au Hit Factory, c'est pareil, ils l'ont sauté et ils l'ont même planté. Et même par la suite, ce serait Supreme McGriff qui aurait commandité son assassinat raté, hein. Et pourtant, dans les médias, on a l'impression que c'est plutôt Murder Inc., les baltringues. Et ça, c'est la force du récit. Quand tu contrôles le récit, tu peux faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Et ça, je vais vous dire, depuis toutes ces affaires avec Didi, tous ces trucs qui tournent sur Internet, je me rends compte à quel point c'est vrai ça. Tu peux vraiment faire croire beaucoup de choses aux gens. Il suffit juste de bien les raconter et surtout d'aller dans le sens de ce qu'ils aimeraient que ce soit vrai. Pas besoin de s'appuyer sur des faits. Enfin bref, on reprend le sujet. Murder Inc. n'avait pas encore dit son dernier mot. Alors comme je te l'ai dit un peu plus tôt, je t'ai pas raconté toute l'histoire autour du Hit Factory. Alors après l'altercation qu'ils ont eue là-bas, il y aurait eu une mesure d'éloignement qui aurait été émise de 50 Cent à l'égard de Ja Rule, Irv Gotti, Chris Gotti, et aussi ils ont dû payer $250,000 en frais hospitaliers pour Fif et 2 autres personnes de son entourage qui ont été blessées ce jour-là. Qu'est-ce que vous venez d'entendre ? S'il y a eu une mesure d'éloignement et s'il y a eu des frais hospitaliers à payer, il ne s'agit pas ici de Supreme McGriff qui aurait réglé cette affaire dans la rue. Donc ce qui veut dire que 50 Cent serait allé porter plainte à la police. Did he sue y'all? Yes. How much money? Absolutely. How much money did he? Him, he sued, I'm gonna tell you that story too. He sued us. Yayo also sued us. There was another gentleman in the room that I think that sued us too. All of them got paid except for 50. He got his record deal, he pulled out of the lawsuit. Comme vous avez pu le voir ces dernières années, notamment avec 6ix9ine au départ, hein. Lorsqu'un rappeur va voir la police et balance, un rappeur dit rue, hein, parce que si t'es un rappeur Wiz Khalifa, ça va rien faire du tout. Mais quand tu es un rappeur rue, et que tu décides d'aller voir la police pour balancer, eh ben ça enlève toute ta stricte crédibilité. Tu es vu comme étant une balance. Et en plus de cette plainte, il y a eu une mesure d'éloignement. Et Irv était en possession de cette mesure d'éloignement. Et donc, Irv s'est dit, ok, là j'ai mon joker, je vais aller à la radio et je vais montrer cette mesure d'éloignement. Normalement, quand je vais montrer ça, tout le monde va fermer sa gueule, ok ? Je vais détruire la carrière de 50. And what I'm holding in my hand, I'm gonna leave with you, man, is an order of protection. An order of protection for Irving Lorenzo to stay away from Curtis Jackson. That's 50, y'all. Mais devine quoi ? Personne n'y a cru. The Source a affirmé que ce n'était pas un vrai document. XXL Mag a affirmé que c'était de la pure promo en vue de la sortie de son album The Last Temptation, qui sortait une semaine plus tard. Cette contre-attaque de Irv Gotti est retombée comme un soufflet.
Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? J'ai pas la réponse encore une fois, mais d'après tous les détails qu'il donne, ça me choquerait pas que ce soit vrai. Moi de toute façon je m'en fous. 50, Ja Rule, c'est des artistes qui ont marqué mon enfance. Leur embrouille c'est du divertissement pour moi. Est-ce que j'aurais aimé que ça n'existe pas? Alors je sais pas, parce que pour mon divertissement c'est cool, mais pour eux en tant qu'humains, c'est vrai que c'est pas ouf. Enfin voilà, donc moi j'ai aucun problème. Fif, tu peux avoir balance, j'ai aucun problème avec ça. Mais à partir de ce moment-là, Earth se dit qu'il n'y a rien à faire contre lui. On peut rien dire, on peut rien faire, on va juste se poser là et attendre que ça se calme. Shouldn't that have been in the real world the death blow? The guy who's proclaiming to be the roughest, toughest Don Dada bully? Nigga, you got beat up and poked up and you ran to the precinct and pressed charges on us. And the really death blow, you took out an order of protection. That's like shit your baby mother does and shit like that. That's women shit. And you're saying I smell pussy? It's you, nigga. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Ja Rule n'a pas tout de suite répliqué en chanson contre 50 Cent. Parce qu'il en a sorti des clashs 50. Eh bien tout simplement parce que Murder Inc. faisait face à un ennemi encore plus puissant que 50 Cent, le gouvernement fédéral, le FBI. Les Feds lancent une procédure RICO contre le label, les accusant de blanchir de l'argent pour Supreme McGriff. À ce moment-là, les comptes sont gelés. Universal, qui est donc la maison mère de Murder Inc., devait verser des millions au label. Mais les fédéraux sont intervenus. Et ce qu'ils ont dit à Universal a été très simple. Si vous versez ne serait-ce qu'un centime à Murder Inc., vous allez être complice dans cette affaire. Là, tout de suite, Universal a dit « Bon, votre argent, on va le garder, d'accord, c'est quand même mieux. » Et dans cette période-là, les comptes de Murder Inc. ont été gelés. Et eux, de leur côté, ont dépensé 10 millions au total en frais juridiques pour se sortir de là. 10 millions. Pendant 2 ans, entre 2003 et 2005, pile au moment de l'ascension de leur némésis, Irv et Ja Rule sont paralysés en réalité. Impossible de jouer les gangsters dans des chansons quand le FBI scrute vos moindres faits et gestes. Et donc Irv demande à Ja de faire profil bas dans cette période parce que sinon ça va les mettre davantage dans la merde. And I looked at Rule and I say, strap in, nigga, we on ready for a rough ride, nigga. Because they ain't hearing us. Doesn't matter what we say, they're not hearing us. We just gotta sit and weather the fucking storm while this nigga is smacking us and spitting in our faces. We have to go like this. Thank you, may I have another. Thank you, may I have another. En 2005, après avoir dépensé des millions et avoir été usés par cette affaire, Irv et Chris Galley sont enfin innocentés. Mais du point de vue de la musique, il est trop tard. Pendant ces 2 ans de silence forcé, 50 a eu le loisir de s'emparer du trône et de réécrire l'histoire à sa façon. Et quand Ja Rule a sorti le morceau Clap Back, qui est un clash contre 50, ça n'a pas fait vraiment d'effet. Les gens avaient déjà choisi leur camp. 50 Cent, c'est le boss du game, et Ja Rule, c'est le nouveau ringard. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre avec 50, même aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un qui sait très bien prendre possession du récit et raconter l'histoire à sa manière. Et de cette manière-là, il réussit toujours à avoir la majorité des gens. Et très souvent, c'est des gens qui sont pas trop dans le sujet, qui ont pas la tête tout le temps dedans, qui se prennent son genjutsu. Genjutsu, pour ceux qui ne connaissent pas Naruto, c'est l'illusion. 50 Cent sait très bien faire ça. Au final, l'histoire de ce clash, c'est surtout l'histoire d'un timing tragique. Si tu regardes bien, Ja Rule n'a pas perdu contre 50 Cent sur le terrain du talent ou de la rue. En réalité, Ja Rule devait faire la guerre contre 50 Cent pieds et poings liés. On n'a pas vraiment connu un affrontement comme Nas vs Jay-Z. Jay-Z qui sort un son, Nas qui répond. Non, là on a vraiment vu 50 Cent taper sur Ja plusieurs fois et Ja Rule répondre bien en retard à cause de cette histoire de Rico. Et en plus de l'autre côté, 50 Cent était vraiment prêt à tout pour le détruire, donc il a mis toute son énergie, tout son branding autour de ça. Donc clairement, Ja Rule n'avait aucune chance. Et sans parler du fait qu'il était littéralement avec le meilleur roster de l'industrie, Eminem et Dr. Dre. Et là, je t'ai même pas décortiqué les clashs qui se sont envoyés, parce que je peux te dire qu'Eminem s'y est mis, et on connaît le M, d'accord ?
Au final, quand on regarde bien dans le rétroviseur, 50 Cent a surtout gagné une guerre d'image. Tout comme cet incident dans l'avion, Tony Yayo et Uncle Murda ont essayé de faire passer Ja une nouvelle fois pour une baltringue qui a demandé à être changé de siège après les avoir vus. Pourtant, il les a confrontés, mais ils n'ont pas partagé ce passage. Mais heureusement pour Ja, on est en 2026 et TMZ a partagé d'autres moments. Encore une fois, il voulait contrôler le narratif, comme cette histoire par exemple des 200 places achetées dans le show de Ja Rule. Mais de l'autre côté, il faut dire une chose, et ça c'est pour les jeunes qui découvrent le hip-hop, Ja Rule a amené quelque chose qu'aujourd'hui encore, les artistes exploitent. Chanter et rapper en même temps. Alors c'est pas le premier à l'avoir fait, hein, je te l'accorde. Par contre, c'est le premier à avoir vraiment mélangé le R&B tel qu'on l'a connu dans les années 90 et 2000 avec du rap beaucoup plus dur. C'était très difficile pour un rappeur dans le profil de Ja Rule, hein, un profil on va dire plutôt gangster, de se mettre à chanter et de rapper en même temps. Et grâce à ce qu'il a fait au fin des années 90, début des années 2000, il a ouvert la porte à des artistes encore aujourd'hui de pouvoir rapper et de pouvoir chanter. Je t'invite à aller écouter ce qu'il a sorti à l'époque. Ce qu'il a sorti, c'était des véritables bangers. Pain is Love, je te le recommande 10 fois. Et pour ce qui est de 50, eh bien, il a prêché quelque chose de différent tout en faisant la même chose que Ja Rule. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Alors, je pense que la plupart d'entre vous pensent que 50 Cent a gagné ce clash. Mais en ayant maintenant le point de vue de Ja Rule, est-ce que vous pensez que 50 Cent n'est pas finalement un filou? Dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Et surtout, n'oubliez pas, mardi 3 mars, conférence gratuite sur comment bâtir une audience sur les réseaux sociaux et la monétiser en 2026, que ce soit via les partenariats, via le e-commerce, via tous ces sujets-là. On en parle mardi soir. Je répondrai à vos questions et surtout, je vous présenterai nos offres d'accompagnement. Ça va être vraiment une occasion en or de pouvoir se lancer. De toute façon, 100% des entrepreneurs aujourd'hui ont besoin des réseaux sociaux, donc ce sera le moment de poser les questions à une équipe d'experts et on aura plaisir à vous répondre. Scanne le QR code, le lien est dans la description et sur le premier commentaire. Et moi je te dis à très bientôt. C'était Major d'Iconic pour te servir. Cheers. Pop pop pop. Prochain sujet, on reste à New York, mais à une autre échelle. On va s'attaquer à l'ascension de celle qui a régné sur le trafic de drogue entre la Big Apple et Philadelphie. Une femme qui a dû prendre le pouvoir dans un monde d'hommes ultra violents pour devenir une légende de l'ombre. Préparez-vous, on va parler de la Madrina de New York.